Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention à la CPAME du Tarn et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Alors, je suis en compagnie de Yannick Joulier et de Jérémy Pringot, donc du CPIE du Tarn, donc le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut savoir que donc, le monde est marqué par une chute de la biodiversité et des atteintes grandissantes aux écosystèmes, donc les forêts tropicales, les zones humides, les sols, les océans. Indirectement, donc, les grands processus écologiques sont perturbés. Donc, le cycle de l'eau, la chaîne alimentaire, les fonctionnalités des milieux sont altérées. Donc, de nouvelles pandémies apparaissent. Au niveau local, ce sont des déséquilibres qui se facilitent, ce que l'on appelle des zoonoses, et le développement d'espaces nuisibles à la santé humaine. Donc, de nouveaux enjeux de santé publique apparaissent donc. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire autour de la santé environnementale qui aborde différentes questions que vous retrouvez directement sur le sommaire qui s'affiche à l'écran. Donc, nous allons évoquer effectivement certains points, mais aussi quelques solutions individuelles et sociétales, comme vous pouvez le voir sur le sommaire à l'écran. Donc, l'intervention durera une trentaine de minutes pendant lesquelles votre micro sera coupé, mais vous pouvez toutefois poser vos questions via l'onglet discussion du panneau de configuration. Donc, comme pour les webinaires santé précédents, vous pouvez visionner ou revisionner donc, le replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et si vous êtes intéressé par nos webinaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à consulter directement le programme sur le site amélie.fr. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants et surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous via l'onglet discussion. À tout à l'heure. Donc, merci. Bonjour, je prends la main. Donc, moi, c'est Jérémy Pringot. Je suis chargé de projet environnement au CPIE. Donc, CPIE, c'est une association qui date des années 80. À l'origine, c'était surtout une association qui travaillait sur l'éducation à l'environnement. C'était un thème qui a émergé dans ces années-là face aux enjeux de déchets, d'eau. C'était la grande époque où on trouvait encore plein de machines à laver dans les champs. Le tri sélectif n'était pas en place. Donc, il y a eu vraiment un boom de l'éducation environnement à partir de ces années-là. Donc, alors, le CPIE, on est là pour éduquer, pour alerter sur des thématiques environnement, pour assurer de la formation et également agir pour l'environnement avec notamment des équipes d'insertion professionnelle. Donc, alors, ce qu'on fait, on fait des animations nature dans les écoles, on organise un festival autour de la nature et des paysages. On fait des actions de sensibilisation du public aux questions environnementales qui sont émergentes où on connaît l'eau, les déchets, les jardins, etc. On a également donc, nos chantiers d'insertion qui travaillent depuis maintenant plus de 20 ans sur les questions environnementales. Ils aménagent les sentiers de randonnée des départements, ils réhabilitent le petit patrimoine bâti et depuis maintenant 2 ans, on intervient également sur des chantiers qui ont pour but aussi la santé humaine et animale, à savoir on va sur des bords de rivière ou dans des champs pour arracher des plantes exotiques envahissantes dont certaines sont allergisantes ou peuvent faire mourir le bétail, notamment les chevaux. Donc, voilà un petit peu les missions qu'on fait. Et puis, depuis maintenant 2017, on travaille notamment avec comme partenaire l'Agence régionale de santé sur des thématiques qui sont les moustiques tigres, les tiques et les plantes exotiques envahissantes, dont l'ambroisie qui est présente dans le Tarn, que je vais présenter tout à l'heure. Alors, petit préambule, on va parler de choses qui sont un petit peu multiculturelles, multicompétences. On va parler biologie, il y a de l'épidémiologie, il y a des questions de santé publique, des questions d'écologie, des questions de médecine. Il faut savoir que moi, je suis géographe et plutôt environnementaliste à la base et que voilà, on reste sur un diaporama qui fait état, qui est une synthèse finalement des connaissances et des questionnements des scientifiques et des écologues et puis des médecins, pour faire simple, des vétérinaires également sur les questions de santé environnementale. Donc la dernière fois, on avait parlé plutôt des perturbateurs endocriniens et de la santé à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, on va plutôt parler des choses qui se passent à l'extérieur. L'idée étant qu'aujourd'hui, on se rend compte, on le supposait depuis très longtemps, c'est que la perte de biodiversité
a aussi un impact sur la santé humaine. De plus en plus, on parle maintenant d'une seule santé, on parle de la santé de la faune, santé des espèces végétales, santé des écosystèmes, ça peut être les zones humides, l'eau, l'atmosphère, les forêts, et la santé humaine, le tout étant lié. Donc, je commence avec une petite image qui est extraite d'une exposition qu'on a fait sur le thème de la santé et environnement. Donc, vous avez une petite famille qui est en promenade dans les bois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette image? C'est que, alors, on sait que les bains de nature en famille, c'est excellent pour la santé, hein. D'une, on se détend après des journées de travail. Les enfants, c'est des moments où il y a de la curiosité qui est suscitée, où il peut y avoir de la connaissance, où il peut y avoir aussi beaucoup de motricité et de l'amusement dans la nature. Ce qui est intéressant à préciser, c'est que les bains de nature sont bons pour la santé. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des écoles en forêt dans les pays nordiques. On se rend compte que les enfants qui traînent dans la forêt à l'école ou que ce soit en crèche toute la journée ont une très bonne motricité, une bonne concentration et beaucoup d'imagination. Voilà. Et fait intéressant qui apparemment émerge dans certaines études scientifiques, c'est que la biodiversité, en fait, va stimuler le système immunitaire des enfants. En fait, à force de toucher la terre, etc., a priori, ça enrichit le microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries, les champignons qu'on a dans l'intestin et qui nous permettent de réagir à des infections bactériennes ou à des allergies. Et a priori, les enfants qui seraient beaucoup dans la nature auraient un meilleur microbiote et une meilleure résistance à des maladies. Donc, la biodiversité de notre intestin aussi a un rôle sur notre santé. Voilà, donc ça, c'est un élément intéressant. Et puis, si vous regardez un petit peu la faune qu'on trouve sur cette image, alors elle est intéressante parce que on devine des animaux qui peuvent nous poser des problèmes de santé. Vous avez la tique ou les tiques, parce qu'il y a 40 espèces de tiques en France. Vous avez le moustique tigre, vous avez une trace de pollution dans l'eau avec les déchets. Vous avez accroché dans les arbres les chenilles processionnaires, donc autant d'espèces qui génèrent des problèmes de santé, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, si vous regardez attentivement aussi, vous avez des espèces qui sont intéressantes. Les oiseaux, nos pollinisateurs, les abeilles, et puis les amphibiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de santé de la faune aussi révèle l'état de santé de notre environnement. C'est-à-dire que si vous avez une rivière qui est polluée, la salamandre que le personnage est en train de regarder sur la branche, et donc les salamandres, vous ne les trouverez pas dans les endroits pollués. Voilà. Et donc, on sait aussi que les pollinisateurs souffrent de la pollution et que les oiseaux qui ne trouvent plus les insectes à manger vont aussi souffrir et on assiste à une baisse des populations animales. Donc, vous voyez, on se rend compte que là, tout est lié finalement. Nous sommes très dépendants de la qualité de notre environnement. C'est écrit par l'Organisation mondiale de la santé, qui déclare que la santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce concept de finalement une seule santé, où nous sommes tous interreliés à la faune, à la flore, à l'état d'écosystème, maintenant fait partie un petit peu du leitmotiv des écologues et des professionnels de santé. On se rend compte qu'on ne peut pas dissocier les choses de l'environnement et les questions de santé de l'environnement. Donc, ce mouvement One Health, il a un petit peu, ça fait un moment qu'il existe, mais la pandémie du Covid l'a vraiment mis en exergue. Donc, de plus en plus, les professionnels travaillent ensemble, les fonctionnaires des publics de l'État, etc. Je sais que le CNFPT fait des formations sur ces questions d'une seule santé. Tout simplement, on se rend compte, vous voyez que que tout est étroitement lié. Ce qui va conditionner la santé des hommes, des animaux, des écosystèmes, en fait, est vraiment lié. Alors, si vous regardez bien, tout ce qui est autour de ce petit triptyque va concerner ce qui peut perturber cet équilibre entre la faune, les humains et puis les écosystèmes. Donc, on se rend compte à l'échelle de la planète qu'il y a des maladies infectieuses qui passent de l'animal à l'homme. Je vais en parler tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a l'émergence de micro-organismes qui sont de plus en plus résistants aux antibiotiques, qu'il y a une grande perte de production animale liée à des zoonoses et des maladies animales, que les pollinisateurs disparaissent à l'échelle de la planète,
que la santé de l'environnement et les régimes alimentaires impactent la santé humaine et que les activités humaines entraînent une contamination de l'environnement par des substances toxiques. On en a parlé un petit peu l'autre fois avec les perturbateurs endocriniens. Donc, on retrouve dans notre assiette, dans l'eau, dans l'air, tout un tas de polluants qui ne sont pas bons pour la santé humaine. On se rend compte finalement qu'il y a des maladies qui entraînent des pertes de culture, finalement, de ressources alimentaires à l'échelle de la planète, et que la destruction des écosystèmes, notamment les écosystèmes forestiers, qui sont des écosystèmes très, très riches, notamment dans les zones tropicales, en fait, sont des écosystèmes qui souffrent énormément. L'exemple, c'est la forêt amazonienne, hein, mais toute l'Asie aussi est également concernée par des questions de déforestation, et que la déforestation, la destruction de ces écosystèmes entraîne l'apparition de pathogènes. Alors, je voulais revenir pour développer ce thème qui est super important sur la destruction des espaces naturels, entre guillemets, et puis l'émergence de nouvelles maladies. Je voulais revenir sur cette diapo que j'ai montrée l'autre fois. On présentait 4 grandes périodes dans l'histoire de la santé humaine, la question de la préhistoire, donc le paléolithique, avec des très faibles populations, et puis des questions de santé où il y a toujours des interrogations sur comment les gens se soignaient, quel type de pathologie pouvait les impacter. On n'a pas trop de traces, à part des traces sur les os. La période du néolithique, qui est super importante, parce que c'est un moment de l'histoire de l'humanité où l'homme a commencé à détruire les espaces naturels, à défricher les forêts, et que c'est une époque où on a eu tout un tas de maladies qui sont apparues. Je vais y revenir, c'est super important. Une troisième période qui est la découverte des antibiotiques, des micro-organismes, des microbes, des virus, etc. La découverte de la pasteurisation, surtout. Et du coup, une période où on a commencé à maîtriser les maladies infectieuses grâce à la vaccination, notamment, et puis des progrès dans la chirurgie, dans les questions d'aseptisation, du matériel, etc. Et puis la période actuelle, on a un petit peu parlé la dernière fois, où il y a l'émergence de maladies chroniques, hein, maladies cardiovasculaires, et puis des maladies de civilisation liées au diabète, l'obésité, etc. Je voulais revenir, même si aujourd'hui il y a un retour des maladies infectieuses. Voilà. Alors, je vais revenir à cette diapo qui est intéressante parce que le néolithique, c'est une période où l'homme a transformé énormément son environnement. Donc, c'était il y a à peu près 8500 ans. Hein. C'est le début de l'agriculture, de l'élevage des animaux. L'homme se sédentarise. Il brûle et défriche les forêts pour cultiver. Il y a des techniques d'irrigation qui se mettent en place avec des dérivations, des canaux. Du coup, a priori, à des endroits aussi, ça a permis l'émergence de moustiques près des habitations. Un élément important qu'on voit bien sur ce dessin, c'est qu'il y a une concentration des hommes et des animaux d'élevage autour des villages. Voilà, c'est un élément important, cette question de l'élevage, parce que l'élevage intensif aussi est source de pathogènes aujourd'hui. Donc, à l'échelle de la planète, les élevages industriels, on sait qu'ils sont source de pathogènes. Mais déjà, dès le néolithique, on commençait à avoir ce type de problématique. Et puis, c'est une période où il y a eu des échanges commerciaux. Hein. Il y avait la route de la soie, il y a eu les conquêtes musulmanes, il y a eu des échanges maritimes, il y a eu des grandes conquêtes mondiales. Ce sont les grandes explorations sur le continent américain. On a ramené des végétaux et voire des animaux. Donc, on a commencé à faire circuler des pathogènes qui sont passés également des animaux à l'homme. C'est un élément intéressant parce que ça nous renvoie finalement à la grande histoire du Covid et des alertes que donnent les scientifiques aujourd'hui sur ces questions de pandémie, ces risques de pandémie. Dès le néolithique, on connaissait finalement cette question. Alors, dans les joyeusetés que les animaux on peut nous fournir, on va trouver tout un tas de maladies qu'on appelle donc ce sont des zoonoses. Ce sont des pathogènes, des bactéries, des virus, des parasites qui sont transmis de l'animal à l'homme. Et parfois aussi inversement. Voilà. Donc, alors, dans ces maladies, je ne vais pas toutes les citer. Il y a la variole, hein, qui a priori viendrait d'un rongeur, la lèpre, qui serait une bactérie dont le réservoir biologique serait le tatou et l'écureuil, la rougeole qui viendrait d'une peste bovine, la peste qui était véhiculée par les rats et les puces.
Il y avait le typhus qui était véhiculé par les poux, la brucellose, a priori, une maladie qui était liée à la consommation de produits laitiers crus. Voilà. Il y a le charbon qui était une maladie aussi causée par une bactérie qui vient des porcs et des moutons, les salmonelloses qui sont le ténia, etc. Le charbon qui viendrait des moutons, des chèvres et des porcs, voilà, et puis toutes les grippes aviaires. Et j'en passe, il y en a énormément. Donc, cette question des zoonoses, des maladies animales qui passent de l'homme, de l'animal à l'homme, sont un élément clé aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que finalement, les atteintes qu'on porte à la biodiversité, en détruisant les écosystèmes, en fait, favorisent l'émergence de ce type de pathogènes. Je dis pathogènes, ça regroupe les virus, les bactéries et puis les parasites. Petit point sur la biodiversité, un petit rappel, la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Ça concerne les milieux naturels, les forêts, les zones humides, le sol également, on en parle assez peu, mais toutes les terres arables de la planète aussi subissent des problèmes de compactage et puis d'érosion. Ça concerne également toutes les formes de vie, depuis les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, les gènes également. Et ce qui est intéressant, ça concerne aussi toutes les interactions entre ces espèces et ces milieux. En quoi la biodiversité est utile à l'homme? Voilà, je pense que c'est évident pour tout le monde. La biodiversité nous fournit l'oxygène, les matières premières pour l'industrie, pour l'agriculture. Elle nous fournit la nourriture, des médicaments. Et les grands écosystèmes naturels permettent de réguler le climat. Un exemple tout bête, c'est les forêts. Les forêts qui permettent aussi de limiter les crues, avec les zones humides qui peuvent jouer le rôle d'éponge aussi, c'est-à-dire que les problèmes d'inondation et de sécheresse peuvent être tempérés par des écosystèmes en bon état. Voilà. Et un autre exemple sur l'intérêt de la biodiversité, ce sont les médicaments qui viennent de la nature. À partir de nombreuses plantes, les pharmaciens ou les entreprises pharmaceutiques ont mis en place des molécules complètement inspirées de la nature. Donc, une plante qui disparaît, c'est peut-être un médicament du futur qui disparaît. La biodiversité est menacée par tout un tas d'éléments, par les activités humaines, on s'en doute bien, donc ce sont la destruction des habitats, la fragmentation du territoire, les routes, c'est aussi les qui peuvent être détruites dans certains endroits, même s'il y a un retour, en tout cas en France, de plantation de haies. On a tous assisté dans les années 70-80 à l'arrachage des haies, pour les gens qui viennent de zones de bocage. Moi, je suis normand d'origine. J'ai pu assister à l'arrachage de pas mal de haies dans ces années-là. Une autre question aussi sur la perte de biodiversité, c'est la surexploitation des ressources. Je crois qu'on est tous choqués quand on voit des images de surpêche dans les océans. La question du changement climatique est une menace colossale sur la biodiversité. J'en parle assez peu dans ce diaporama parce que ça supplante, si vous voulez, toutes les autres thématiques que je vais développer aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enjeu, il est humain et sur la biodiversité, sur les grands équilibres écologiques. Ce changement climatique altère en lui-même énormément la biodiversité. Les menaces sur la biodiversité, c'est aussi lié aux pollutions et puis aux espèces exotiques envahissantes. Voilà, on parlait tout à l'heure des espèces exotiques envahissantes, on en parle assez peu, on sait qu'elles nous dérangent quand elles s'installent chez nous, certaines nous posent des problèmes de santé, mais à l'échelle de la planète, elles font disparaître des pans de la biodiversité. Je ne sais plus sur quelle île c'était, il y a un escargot carnivore qui est arrivé et qui a détruit une trentaine d'escargots endémiques de cette île. Donc voilà, les végétaux, les animaux rentrent en compétition et bien souvent, il y a des espèces exotiques envahissantes qui vont supplanter certaines espèces d'animaux ou de plantes. Une image intéressante, je parlais de ceux connus les années 80 ou avant. On a assisté avec la modernisation de l'agriculture à des grandes modifications dans l'aménagement des territoires. Là, c'est un exemple de culture qui pouvait être un petit peu bocagère avec un réseau de haies autrefois, on va dire dans les années 50, avant la guerre, juste après la guerre, avant la grande révolution d'industrialisation de l'agriculture. On voyait un réseau de haies, tout un tas d'espèces animales qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui ont fui parce que le réseau de haies a disparu, qu'il y a eu une uniformisation des cultures. Il y a aussi les épandages de produits chimiques qui sont passés par là.
Vous avez également, vous pouvez le voir dans le paysage, des rivières qui ont été calibrées. Donc, on ne supportait pas que les rivières puissent déborder dans les prairies humides, etc. Et donc, on les a canalisées. Ce avec des conséquences négatives pour l'environnement. Vous voyez les espèces qu'on avait autrefois et celles qu'on a maintenant. Donc, cela a réduit le nombre d'espèces animales et végétales dans les cultures. Et puis, ça a donné lieu à des problématiques environnementales, à savoir, par exemple, une rivière qui est canalisée, la rivière s'accélère. Les eaux qui étaient autrefois ralenties par des prairies humides ou des zones humides partent directement la rivière et puis partent en aval très rapidement. Donc, on a eu des inondations qui étaient liées finalement à l'aménagement du territoire. L'exemple type, pour les Tarnais, c'est le Sort, dans le sud du Tarn. C'est une rivière qui a été énormément canalisée. Donc, c'est une rivière qui, du coup, s'enfonce profondément parce que la vitesse est accélérée. Du coup, le lit du cours d'eau s'enfonce. Les berges s'effondrent. Et puis, vous avez également des problématiques de nappe. Voilà, et puis d'inondation en aval. Vous voyez tout un tas de problématiques environnementales liées aux actions et à l'action transformatrice de l'homme sur les paysages. Alors, je sais qu'on a tous énormément soupé du Covid. Je n'essaie pas de parler du Covid. Toujours est-il que c'est intéressant de faire le lien entre la destruction des espaces naturels, soit à l'échelle de la France, du Tarn, mais aussi à l'échelle de la planète. Parce que finalement, l'atteinte aux écosystèmes favorise l'arrivée de nouvelles maladies qu'on appelle des zoonoses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les zoonoses. Ce sont ces maladies qui passent de l'animal à l'homme. Alors, je me suis inspiré pour cette petite présentation du travail d'une journaliste. C'est Marie-Monique Robin. Elle a écrit un ouvrage qui est super intéressant, c'est La fabrique des pandémies. Donc, elle a écrit ce bouquin en plein pendant l'épidémie du Covid. Elle a commencé son travail avant, je crois. Donc, elle a fait le tour du monde pour aller voir 60 chercheurs, donc des écologues, des équipes d'écologues, de vétérinaires, d'épidémiologistes, d'infectiologues, etc., qui travaillent notamment dans les zones tropicales, où depuis longtemps, ces chercheurs tirent la sonnette d'alarme. À savoir qu'on sait que la destruction de ces espaces forestiers tropicaux met en contact les hommes et des animaux. C'est-à-dire que l'espace naturel des animaux et puis des animaux avec lesquels on était peu en contact autrefois, et ben finalement on réduit cet espace et on rentre en contact avec ces animaux. Voilà. Donc on est en contact avec ces animaux et du coup on est désormais en contact avec ces pathogènes. Alors, je vais vous donner juste un exemple de comment ça se passe. C'est donc une épidémie qui s'est développée dans les années 2000, j'ai plus la date exacte, etc. C'est une maladie, ça s'appelle Nipah. Donc, c'est lié à un virus qui crée des maladies respiratoires et puis qui a un taux de mortalité assez important de 70%. Le Covid, c'était moins de 1%. Donc, c'est une épidémie qui est apparue en raison de grands feux de forêt qui ont eu lieu notamment en Malaisie. Donc, il y a eu des incendies. Dans ces forêts vivent des chauves-souris, encore ces chauves-souris, ouais. On sait qu'elles sont, en tout cas, sont des réservoirs biologiques de nombreux pathogènes. Donc, ces chauves-souris hébergeaient ce virus du Nipah. Donc, ces chauves-souris ont fui les forêts tropicales et sont allés s'installer dans des fermes en Malaisie, des fermes où du coup on fait de la culture de mangue, de fruitiers, et où on élève des cochons. Or, ces chauves-souris qui portaient ce pathogène sont frugivores, donc elles sont allées tout simplement s'installer sur les zones humaines, près des villages, dans les vergers. Donc elles ont mangé les fruits, les cochons ont mangé les excréments des chauves-souris, et le pathogène est passé au porc. Et le porc nous a donné donc cette maladie Nipah. Donc cette maladie est passée à l'homme. Sachant qu'un élément important, c'est que cette maladie ne pouvait pas passer directement de la chauve-souris à l'homme, qu'il fallait un autre intermédiaire. Et cet autre intermédiaire, c'était le porc avec lequel on partage énormément de gènes en commun. Voilà, donc le porc nous a ensuite fourni la maladie. En tout cas, voilà.
l'homme a été impacté. Donc, vous voyez, alors il y a tout un tas de virus qui fonctionnent sur ce type. Cette alerte des scientifiques sur de potentielles épidémies, on en a un petit peu parlé à la télé, mais pas autant qu'on aurait dû en parler. Sur cette histoire de Covid, on a beaucoup parlé des marchés où du coup, effectivement, il y a les hommes qui sont en contact avec des animaux vivants. Un élément dont on a peu parlé, c'est quand même la destruction de ces espaces forestiers tropicaux qui sont d'une grande richesse en termes de biodiversité, mais qui sont aussi un réservoir potentiel de virus. J'ai un chiffre, je crois qu'il y a potentiellement 1,4 million de virus encore en France qui n'ont pas émergé, qui ne sont pas passés à l'homme. Voilà. Un autre élément, un autre exemple, c'est sur la diffusion des pathogènes à l'homme, c'est la consommation de viande de brousse. On suppose que les grandes épidémies, Ebola et le sida, seraient liées à la consommation de viande de brousse. C'est-à-dire que dans ces zones de forêt tropicale, il y a des grandes pistes forestières qui sont créées. Je crois que dans certains endroits, il y a le train qui passe, donc il y a des ouvriers qui ont travaillé dans ces espaces. Et alors, on est dans des zones de misère, hein, donc du coup, les ouvriers ne sont pas forcément nourris par la société qui les embauche, donc ils chassent en parallèle de leur travail. Et du coup, ces ouvriers mangent de la viande de brousse. Donc, cette viande de brousse, potentiellement, contient des pathogènes qui passent à l'homme. Donc, ça peut venir du singe, ça peut venir des porcs, ça peut venir des rongeurs et des chauves-souris. Voilà, avec certaines espèces qui sont des réservoirs biologiques des virus et d'autres qui sont plutôt des hôtes temporaires, mais qui permettent le passage des pathogènes à l'homme. Voilà. Donc, et puis, un élément important, c'est que, je montre une autre image, c'est que, vous voyez, je parlais de l'exemple des routes, mais aussi des voies de chemin de fer. Donc, finalement, on a des échanges entre ces zones où autrefois il y avait des peuples indigènes qui vivaient. Finalement, là, maintenant, vous avez des gens qui y travaillent, qui mangent de la viande de brousse, qui chopent des pathogènes et qui ensuite, après, rejoignent les villes. Et du coup, il y a une transmission forte des maladies. Alors, on a tous vu cette image de Laurent Houtan qui est dérangé dans son espace naturel et avec une image un petit peu choc de son espace de vie qui se réduit. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des flux de commerce entre ces zones dans les forêts et puis les villages aux alentours. Donc, on sait que les pathogènes circulent fortement. Alors, on pourrait se dire, c'est pas grave, hein, ça se passe dans les tropiques, ça ne nous concerne pas. Hein. La problématique étant qu'on est tous reliés maintenant à l'échelle de la planète. Enfin, quand je dis maintenant, c'est depuis le XVIe siècle, hein, depuis les grandes expéditions et même avant. On se rend compte que maintenant, il y a cette éteinte aux écosystèmes aussi, en lien avec le développement du commerce mondial de marchandises, permet finalement l'émergence à l'échelle de la planète de pathogènes potentiels et puis également l'arrivée d'espèces nouvelles nuisibles à la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces espèces, je vais en parler un petit peu, je vais donner quelques exemples. Hein. Je sais qu'en Occitanie, il y a 300 plantes exotiques envahissantes qui posent des problèmes, d'accord ? Et que ce sont des plantes qui adorent les espaces dégradés pour s'installer. Je vais en parler tout à l'heure. Donc finalement, on transporte des espèces dont certaines sont potentiellement nuisibles pour la santé et que dans nos paysages un petit peu dégradés, où les écosystèmes souffrent, finalement, elles trouvent un lieu de développement aisé et facile. Voilà. Il y a par exemple tout un tas de plantes exotiques qui adorent les bords de route en France, qui sont coupées très très rases pour s'installer. Donc une terre qui est mise à nu, par exemple, va favoriser le développement d'espèces végétales exotiques envahissantes. Or, ces espèces, certaines posent des problèmes de santé publique et d'autres vont poser des problèmes agricoles, mais avec derrière une conséquence pour la santé humaine. Alors, je vais parler d'un premier exemple. Donc, ce sont les ambroisies, parce qu'il y en a trois en France qui posent des problèmes. Dans le Tarn, on a deux. Il y a l'ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide. Donc, on les suit au CPIE avec le Conservatoire botanique, avec d'autres organismes comme la Frodon. On informe l'Agence régionale de santé de la présence de cette plante. Elle met en œuvre tout un programme de lutte
Nous, on travaille avec les mairies, on forme des référents communaux sur l'ambroisie, on invite les gens à faire des signalements. Nous faisons également nous-mêmes des signalements de plantes exotiques, on organise des chantiers d'arrachage quand on le peut. Voilà, alors ces ambroisies, voilà, c'est une vulgaire plante qui est originaire du continent américain, qui est arrivée avec des sacs de semences de céréales. Elle est arrivée aussi avec les chars de la guerre les chars américains pendant la guerre 39-45. Dans les chars, dans les chenilles des chars, il y avait des graines. Donc, elle a fortement colonisé la France avec un gros foyer dans le centre-France, en région Rhône-Alpes. Et depuis, elle s'est étendue à tout le territoire français. Hein. En 100 ans, elle a colonisé une grande partie de la France. On la retrouve beaucoup sur les bords de route et dans les zones céréalières. Donc, dans le Tarn, moi, je la vois beaucoup dans les champs de tournesol, de maïs, de soja, de pois. Un petit peu sur les bords du Tarn, il y a un petit spot à Rabastens. Elle est problématique, cette plante, parce que son pollen est très allergisant. On a l'exemple et le retour des gens en Rhône-Alpes. Il y a 26% des gens qui sont allergiques au pollen de l'ambroisie. Donc, c'est un pollen qui est émis par la plante en août et en septembre. Donc, ce sont des allergies plutôt de fin d'été. Voilà, la problématique de cette plante étant que quand vous habitez près d'un champ, il y en a beaucoup, et que vous êtes exposé pendant 2-3 ans de suite au pollen, vous avez des chances de devenir allergique. Voilà. Et alors, c'est comme dans les autres allergies, hein, pas plus fortes ou moins fortes. Vous avez tous les symptômes qui sont affichés sur le diaporama, hein, des problèmes d'insomnie, des rhinites, l'urticaire, et puis parfois ça peut aller jusqu'à des crises d'asthme. Voilà. Donc, il y a un coût financier assez important en France sur la question de l'ambroisie. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi tout un programme de prévention et d'alerte sur l'ambroisie. Voilà. Le Tarn, les secteurs où il y en a pas mal, c'est le secteur Géroussin, Montans, Loupiac, voilà, le long de l'autoroute. Le sud est un petit peu exempt de la présence de cette plante. Il y en a un petit peu sur la nationale qui relie Castres à Toulouse. Voilà. Mais le gros spot, c'est le long de l'autoroute entre Albi et Toulouse. Ouais, c'est une plante qui ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Ça pourrait être un plant de tomate. Ce qui est caractéristique, c'est sa fleur qui est un petit peu jaunâtre, qui fait penser à une espèce de chandelier. Donc, on travaille beaucoup dessus. On invite les gens à s'informer, puis à la détecter, à la signaler rapidement pour qu'on puisse la détruire. Un autre envahissant qui est arrivé en France et puis qui impacte bien les Albigeois, les Castrés et maintenant tous les petits villages du Tarn, c'est le moustique tigre qui nous embête. Donc, le soir, en fin d'après-midi, juste au moment de l'apéro, vous êtes dehors tranquillement. Et puis le matin, au petit-déj, quand vous prenez le café au petit-déj, et puis il vient vous piquer les chevilles. Alors, ce moustique est arrivé dans les années 2000 en Europe. Il provient d'Asie, donc il est arrivé par le commerce des pneus rechappés. Donc les pneus usés, on les envoyait en Asie pour qu'ils soient réparés, ça revenait en France. Et du coup, ce petit moustique a pondu des œufs dans les pneus, tout simplement. Et donc, les œufs sont arrivés dans un port en Italie, il a plu sur les pneus, et puis il y a eu une émergence de moustiques. Alors, un élément important pour expliquer la biologie de ce moustique, pourquoi il nous embête et pourquoi les services de santé sont inquiets sur sa présence, c'est qu'en Asie, donc, la femelle pond ses œufs dans tous les petits récipients, les bambous coupés. Voilà, c'est son milieu, c'est les petits récipients. Donc, elle pond ses œufs et quand il y a la mousson, voilà, il y a de l'eau dans les bambous et donc les œufs éclosent, les larves se développent et ils avaient une émergence d'adultes. Typiquement, le moustique tigre a trouvé en France son bonheur, pas forcément dans des bambous, mais il a trouvé son bonheur dans les jardins des particuliers, donc tous les petits pots de fleurs, les bâches plastiques que vous laissez traîner dans le jardin, sur les tas de bois, les jouets d'enfants, les gamelles du chat, du chien, le bidon de récupération d'eau de pluie, le bouchon de bouteille plastique qu'on laisse traîner au jardin pour les plus désordonnés d'entre vous. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des gîtes larvaires. Potentiellement, c'est des endroits où la femelle peut pondre ses œufs. Voilà, donc, en ce moment, il pleut beaucoup. Autant vous dire que tous ces petits objets dans les jardins c'est le bonheur du moustique tigre. Alors, c'est la femelle qui pique. Elle fait des repas de sang pour avoir des protéines juste avant de pondre ses œufs. Voilà, donc c'est la femelle qui nous pique. Un élément qui inquiète les services de santé,
d'où le fait que les agences régionales de santé lancent des programmes de prévention, c'est que c'est un moustique qui est vecteur de maladies tropicales. Donc, il y a trois maladies tropicales qui peuvent être transmises par le moustique, la dengue, chikungunya et Zika. Voilà, donc ce sont des maladies qui sont pas endémiques chez nous, elles ne sont pas là. Chez nous, il n'y a pas de réservoir. Mais potentiellement, les cas qu'on a eu, en tout cas en Occitanie, ce sont des gens qui reviennent de voyage, qui ont été dans des pays tropicaux, qui là-bas sont fait piquer par des moustiques et ont chopé une de ces trois maladies. Et finalement, quand ces personnes arrivent chez eux, on va prendre l'exemple d'Albi, par exemple, quelqu'un qui revient de voyage, il arrive à Albi, il développe les symptômes d'une maladie tropicale. Or, si cette personne se fait piquer par un moustique de son jardin, le moustique va ingérer le pathogène et va aller contaminer d'autres personnes dans le quartier. Voilà, sachant qu'une femelle moustique tigre peut aller piquer 7 personnes avant de pondre ses œufs. Voilà, elle peut faire jusqu'à 7 repas de sang. Donc, on a potentiellement un risque d'épidémie, de maladies tropicales en France et en Occitanie à cause de ce type de situation. Hein. Retenez bien que la maladie n'est pas présente en France, ce sont des gens qui reviennent de voyage et le moustique peut la diffuser autour. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, il y a tout un système d'alerte où on identifie le lieu d'habitation de la personne et on met en œuvre tout un programme de prévention où vous allez avoir un organisme de démoustication qui va venir un matin dans le quartier où la personne habite. On prévient les gens autour dans un rayon de 200 mètres et du coup, il y a l'épandage d'un produit chimique qui va tuer toutes les larves potentielles de moustiques. Voilà, avec aussi un risque pour les autres insectes. Je crois que c'est un produit qui est assez radical. Voilà. Donc, il y a tout un protocole où on prévient les gens, il faut rentrer les animaux domestiques, les draps, et puis je suppose éviter de manger les légumes du jardin après. Voilà, donc alerte sur le moustique tigre, potentiellement, on peut avoir ce type d'émergence en Occitanie. Il y en a eu un. Un autre animal qui n'est pas forcément un animal exotique envahissant, dont on parle beaucoup, qui est un pathogène qu'on trouve dans la nature et qui est lié aussi à des questions de biodiversité. Donc, ce sont les tiques. Les tiques, alors il y a 40 espèces de tiques en France, dans nos forêts. On les trouve dans les milieux plutôt forestiers, mais aussi les grandes herbes. Ça dépend des espèces. Certaines ont des préférences sur leur milieu de vie. La problématique de la tique, outre le fait que ce n'est pas très agréable d'avoir une piqûre, c'est souvent dans des endroits mal placés, et on ne la voit pas forcément, et puis ça démange, c'est que potentiellement, vous avez certaines tiques qui peuvent transmettre une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, la borréliose de Lyme. Voilà. Alors, on se rend compte que, je vais en parler un petit peu des statistiques finalement comment dire, il ne faut pas non plus se focaliser sur cette maladie où du coup les cas de transmission restent assez rares. Ce qui est important à retenir par contre, c'est qu'il y a une explosion des populations de tiques dans les forêts françaises et que potentiellement le nombre de tiques qui porteraient la maladie de Lyme serait plus importante. Alors pourquoi il y a une explosion de tiques dans les forêts françaises? C'est que tout simplement elle va trouver des animaux sur lesquels se nourrir facilement, à savoir les campagnols, voilà. Mais aussi les cervidés et puis les oiseaux, voilà. Il se trouve que les tiques, si finalement elles trouvent leur lieu de nourriture en grande quantité, à savoir les campagnols, qui sont aussi le réservoir de la maladie potentielle de Lyme, si elles trouvent des réservoirs biologiques en grande quantité, on va avoir de plus en plus de tiques finalement qui sont infectées avec d'ailleurs des infections humaines. Et je vous ai laissé des petites images. Finalement, vous voyez, vous avez le renard, le campagnol, le chevreuil. Il y a un élément important, c'est que finalement, les endroits où on détruit, on piège les renards, vous allez avoir des explosions de campagnols. Donc, potentiellement, une grande quantité de réservoirs biologiques de la maladie de Lyme avec des risques d'infection plus importants derrière. Voilà. Il faut savoir qu'un renard est capable de manger jusqu'à 8000 campagnols par an. Alors, je dis campagnol mulot, je mélange les deux. Voilà. Donc, le déséquilibre qu'on porte à la nature en détruisant une espèce qui est prédatrice, en fait, va donner lieu à l'émergence d'une espèce.
en l'occurrence le campagnol et le mulot, qui véhiculent qui sont des réservoirs biologiques de la maladie de Lyme. Voilà. Le chevreuil, lui, il sert de nourriture à la tique, mais a priori, ce n'est pas un réservoir de la maladie. Voilà. Mais pour vous donner une idée de la quantité de tiques, moi, j'ai eu c'est quelqu'un de la Fédération de chasse qui me l'a dit, les chasseurs du côté de Brassac, en fait, quand ils attrapent un chevreuil, généralement, sur le cou du chevreuil, c'est gavé de tiques. Voilà. Donc, on a une explosion des tiques dans certaines parties des forêts françaises. Et je vous ai mis un petit écureuil, ce qu'on appelle l'écureuil de Corée. C'est une espèce exotique envahissante qui malheureusement est arrivée en France. C'était apporté par des particuliers avec les nouveaux animaux de compagnie. Or, il se trouve que cet écureuil propage énormément la maladie de Lyme. Voilà, c'est un réservoir biologique de la maladie, bien plus que les campagnols. Voilà. Donc, on a là un réservoir biologique de la maladie qui est important en France. Du coup, je pense qu'il y a l'Office, l'Agence française de la biodiversité qui s'occupe un petit peu de cette espèce pour éviter sa dispersion. J'avance, n'hésitez pas à m'interroger à un moment, je parle parce que le temps est un peu court. La chenille processionnaire du pin, qui est en pleine expansion en France, en tout cas. Donc, c'est la chenille d'un papillon qui a la particularité d'avoir des poils urticants. Donc, poils qui peuvent voler dans l'air. C'est une espèce de poil qui se casse et qui libère une substance très urticante. Donc, il faut éviter de l'avoir dans les yeux, sur les mains. Je sais que les animaux domestiques, notamment les chiens, en souffrent également. Donc, c'est une espèce, non pas exotique, hein, mais qui est en pleine expansion, notamment à cause du changement climatique, tout simplement parce que finalement, le fait qu'il y ait des épisodes de gel moins récurrents, des périodes de chaleur plus longues, et ben, vous avez des populations qui donnent qui pondent avec un taux de réussite très important, donc il y a de plus en plus de chenilles, tout simplement. Et un élément intéressant, c'est que vous avez aussi les oiseaux prédateurs de cette chenille qui sont un peu perturbés par le changement climatique. Alors, je m'explique. Les chenilles processionnaires, en fait, tous les insectes en fait, réagissent très rapidement avec les changements de température. Donc, s'il fait chaud précocement dans la saison, au printemps, vous allez avoir les chenilles qui vont descendre de l'arbre en procession précocement. Or, ce moment où les chenilles descendent de l'arbre pour aller se réfugier dans le sol et puis ensuite devenir des papillons, en fait, c'est un moment où les oiseaux venaient les consommer. Alors, dans les grands consommateurs de la chenille, vous avez la mésange, qui est là toute l'année. Mais il y a aussi un oiseau migrateur qui est le coucou, par exemple. La huppe faciée, c'est aussi la même chose. La huppe et le coucou, finalement, arrivaient à la période où il y avait les chenilles qui sortaient de l'arbre pour aller se réfugier dans le sol. Et du coup, notre coucou, il arrive après le déluge. Voilà, tout simplement, les chenilles sont déjà dans le sol et il ne trouve pas sa nourriture. Et les chenilles ne se sont pas fait manger et réguler. Donc, vous voyez, vous avez l'exemple finalement d'une perturbation dans un écosystème, un petit décalage temporel entre l'émergence des insectes et puis l'arrivée des oiseaux migrateurs. Et ça, c'est lié au changement climatique. Mais bon, il y a tout un tas d'espèces qui sont concernées, d'autres chenilles, par ce petit décalage climatique. Voilà. Du coup, quels sont les moyens d'agir justement par rapport à tout ça? On a chacun un rôle à jouer finalement. Ouais. Alors, il y a les gestes de prévention sur les tiques. Je lisais un rapport de Santé publique France. Il y a 30% des Français qui ne connaissent pas bien la tique, même si on en parle beaucoup. Il y a des mesures de prévention quand vous allez en forêt, c'est de se couvrir correctement, de faire l'inspection du corps quand on revient de la forêt, surtout quand on a marché avec des fougères, des plantes basses. Voilà, donc il faut faire l'inspection du corps et puis utiliser le tire-tique pour enlever la tique. Éviter de tirer avec une pince à épiler sur la tique parce que finalement on laisse la tête, on crée un stress au niveau de l'animal et c'est là où potentiellement il peut émettre la maladie de Lyme ou provoquer une petite infection. Voilà. Un animal qui est stressé, c'est un animal qui va émettre des substances, les substances pathogènes qu'il a dans son corps en fait. Il existe des répulsifs, on en parlera tout à l'heure par rapport aux répulsifs, il faut que vous en fassiez le test vous-même, en discuter avec le pharmacien, avec des professionnels de santé. Certains marchent, d'autres ne marchent pas. Il y a pas mal de fantasmes sur les répulsifs.
À savoir que ceux qui marchent bien, c'est généralement des produits très actifs qui ne sont pas forcément bons pour la santé humaine. Voilà, je passe. Le moustique, la prévention, elle est individuelle. Je m'explique. Vous ne pouvez pas demander au maire de votre commune de passer avec un avion au-dessus d'Albi pour répandre des produits chimiques. Ce n'est pas possible, parce que ces produits chimiques, d'une, sont hyper réglementés et qu'on ne peut pas arroser toutes les populations avec des produits chimiques comme on le fait en Camargue au-dessus des étangs. Hein. Donc, la lutte, elle est individuelle. Donc, à chacun de contrôler tous les petits réservoirs d'eau dans ses potagers chez soi et chez les voisins. On comprend bien qu'en fait, la lutte contre le moustique tigre, en fait, elle est individuelle et puis elle se fait à l'échelle du quartier. Voilà. Pareil, ce n'est pas la peine d'aller râler à la mairie parce qu'il y a la station de lagunage à côté ou la mare du village. Le moustique tigre, je le redis, il est dans les petits récipients chez les particuliers. Il n'est pas dans les étangs, il n'est pas dans le canal du Midi. C'est d'autres moustiques. Hein. Le moustique tigre, vraiment, il est chez les particuliers. Alors, sur les trucs de prévention, on peut parler des produits. On peut y revenir tout à l'heure, je vais répondre aux questions. Vous avez l'UFC Que Choisir qui a fait des tests sur les modes de lutte contre les moustiques. Il existe des pièges à tester. Ce qui est important, c'est de les mettre au fond du jardin, pas à côté de votre terrasse. Et puis pas non plus les mettre près du jardin du voisin, parce que vous comprenez qu'en fait, ces pièges sont des pièges qui émettent du CO2 pour mimer l'odeur humaine. En fait, les moustiques qui sont attirés par le dégagement de CO2 qu'on produit. Donc, on attire les moustiques avec des pièges qui émettent du CO2. Voilà. Ça marche. A priori, ce que j'ai comme retour des collectivités, ce qui marche le mieux, c'est les pièges les plus chers. Voilà, qui combinent des phéromones qui attirent les femelles et puis l'odeur de CO2. Voilà, sur les produits, il y a débat. Ce que j'ai pu entendre dire de la part des entomologistes, c'est que la citronnelle, les huiles essentielles, ça ne marche pas vraiment. Ce qui gêne le moustique, c'est les ventilateurs. C'est un insecte qui ne vole pas bien. Donc, à la limite, quand vous êtes embêté, vous mettez un ventilateur sur votre terrasse. Il vient souvent vous piquer les jambes. Hein. Bon, vous allez consommer de l'électricité. Hein. Voilà. Et a priori, il est gêné par la climatisation. Je ne fais pas forcément la promotion de la clim. Voilà. Voilà pour le moustique tigre. Sur les ambroisies, globalement, sur les plantes exotiques envahissantes, informez-vous quand vous achetez quelque chose en jardinerie, voir si ce n'est pas une plante envahissante. Et puis, pour la question de l'ambroisie, comment on peut agir? On peut agir en signalant cette plante. Donc, je vous mets une application donc, qui s'appelle Signalement Ambroisie. Donc, vous la téléchargez. C'est très, très simple d'utilisation. On crée un compte et puis finalement, vous envoyez l'information et nous, on la reçoit. Et du coup, on a une cartographie du signalement d'une ambroisie. Et on se déplace sur le terrain pour aller voir ou alors on vous rappelle pour voir si c'est vraiment de l'ambroisie. Là, c'est vraiment… l'idée, c'est de la signaler, de la détruire quand on l'a. En tout cas, aller voir l'agriculteur, voir s'il peut faire quelque chose. Je parle des agriculteurs parce qu'elle est beaucoup mieux agricole dans le terrain, en tout cas. Après, sur les grandes thématiques que j'ai présentées de réchauffement climatique et puis de destruction des écosystèmes, il est bien évident que nous, en tant que citoyens, on peut agir déjà par notre bulletin de vote et qu'on peut agir indirectement sur des gestes éco-citoyens, sur la réduction de la consommation de viande, s'informer sur la provenance des produits alimentaires qu'on achète. Est-ce que ça vient de ces pays tropicaux, etc. Donc, on peut avoir une action éco-citoyenne de consommateur. Voilà. On a bien conscience que ces grandes problématiques mondiales nous dépassent un petit peu avec la meilleure volonté du monde et les gestes qu'on peut faire. Les décisions reviennent aussi aux décideurs de chaque pays. Enfin, moi, c'est mon point de vue, on peut en discuter. Voilà, puis ce qu'on peut faire, alors là, ce sont des actions qui vont concerner plutôt les politiques publiques, les aménageurs. Donc maintenant, dans les plans locaux d'urbanisme, quand vous voulez faire construire, aménager un territoire, une commune, il y a des prescriptions, préservez-les. Il y a des endroits en ville où on restaure des espaces forestiers, on restaure des zones humides. En tout cas, on évite de continuer à la détruire. On remet en place des prairies naturelles à certains endroits.
Voilà, il y a des actions, si vous voulez, qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, où du coup, maintenant, sur l'aménagement du territoire, on s'inspire finalement des paysages qui existaient autrefois, les zones humides, les écosystèmes, les forêts, on les remet en place pour rétablir des équilibres écologiques. Voilà, on a des grands enjeux écologiques au travers des thématiques que je viens d'exposer. Voilà, je vous laisse Merci. agir. Merci Jérémy pour toutes ces explications. Donc oui, donc effectivement, vous pouvez interagir et poser vos questions donc, dans l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran, donc au niveau du panneau de configuration. Donc n'hésitez pas à intervenir. Alors juste, moi j'avais une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de Zika dans le Tarn? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on est touché, est-ce qu'on est particulièrement touché? Alors, non, le Tarn, alors j'ai interrogé l'Agence régionale de santé. En Occitanie, entre dengue, chikungunya et Zika, il y a eu 51 cas en Occitanie, en sachant que la plupart des cas, c'est surtout de la dengue qu'on a eu en Occitanie. Les autres, c'est très très peu. Je crois que ça concerne les grandes villes où il y a beaucoup de circulation de touristes ou de gens. Ce sont des villes plutôt cosmopolites. On retourne en famille, etc., dans les Antilles, etc. Donc, il y a Toulouse et Montpellier. Je crois qu'il y a eu des cas de dingue. Voilà. Dans le Tarn, il y a eu un cas en 2022. Je ne sais pas dans quelle ville. Okay. Un seul cas dans le Tarn. Après, on parle, pour rester sur la thématique moustique, on parle beaucoup des bougies à la citronnelle pour justement les éloigner, du moins les faire fuir. Alors, on sait que sur le côté volet perturbateur endocrinien, les bougies parfumées, c'est pas forcément le top. Mais en même temps, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, et y compris sur le moustique tigre? Comment, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je me fais juste le retour des entomologistes avec qui nous ont formés, c'est que cette question des huiles essentielles, peut-être que ça marche un peu sur les moustiques classiques, ça les surprend un petit moment, puis ils vous piquent pas tout de suite, ou en tout cas plus tard. A priori, c'est répulsif, le géranium, la citronnelle sur les moustiques tigres, ça marche pas. Vous avez des produits qui marchent, les espèces de bandelettes que vous brûlez, espèces de tortillons là, que vous pouvez Oui. brûler, ça les repousse. On peut plutôt faire ça dehors, hein, parce qu'à l'intérieur, c'est des produits qui ne sont pas bons. C'est pas bon. Il y a des produits, des répulsifs, il y en a qui marchent. Alors là, je me base sur l'étude de l'UFC Que Choisir qui a passé à l'examen tous ces produits. Les produits qui marchent le mieux, ça va être des produits assez puissants finalement, qui sont des répulsifs pour moustiques que vous mettez quand vous allez dans les pays tropicaux. Ouais. Voilà, il y a des trucs avec du pyrètre dedans. Voilà, c'est aussi ce sont des produits puissants et on a parlé la dernière fois des perturbateurs endocriniens. Je pense que si vous allez dans les pays tropicaux, vous pouvez en mettre ponctuellement. J'aurais tendance, moi, à dire éviter de le faire en France et surtout pas sur les enfants, quoi. Voilà. Ça marche, merci. Alors, on a une question. Donc, à propos des gestes donc, de prévention pour lutter contre le moustique tigre, finalement, la recommandation de mettre des coupelles d'eau pour les oiseaux, alors pendant les fortes chaleurs, je pense, viennent favoriser la ponte des moustiques. C'est une Oui, question. oui. Le truc, la stratégie, faut la sécher, le moustique. La coupelle d'eau, l'idée, c'est que vous la laissez 2-3 jours et puis vous la videz, vous en remettez une nouvelle. L'idée, il faut éviter qu'il y ait un point d'eau pendant 7 à 8 jours consécutifs, en fait. Parce que la femelle va pondre, ou l'a déjà pondu sur le rebord du récipient, il pleut, vous remplissez. Ça fait des tout petits points noirs, ils ne sont pas évidents à voir, les œufs. Et du coup, si vous laissez ce bac en eau pendant 7 jours, c'est là que vous allez avoir tout le cycle de développement du moustique et vous allez vous retrouver avec des centaines de moustiques dans votre jardin. Voilà. Donc, l'idée, c'est de casser le cycle du moustique tigre en vidant les coupelles d'eau. Alors, vous allez me dire, ouais, on nous invite à économiser l'eau, etc. Sur les récupérateurs d'eau de pluie, vous pouvez mettre des moustiquaires.
Sur tous les autres récipients que vous laissez traîner dans le jardin, il faut être vigilant. Les gamelles pour le chien, le chat, etc., il faut les vider de temps en temps. Les jouets d'enfants, pareil, il faut les vider s'il y a eu des fortes pluies comme en ce moment. Les L'idée, bâcheux c'est de de casser le piscine. cycle. Voilà, voilà. Euh, pour les pots de fleurs, vous partez en vacances, je ne vais pas vous dire de ne pas arroser vos fleurs. Vous pouvez faire une réserve d'eau dans vos pots de fleurs, dans les coupelles. Là, vous mettez du sable, en fait. D'accord, vous mettez du sable et vous faites couler de l'eau dedans. Donc, du coup, vous allez avoir de l'eau dans le sable et le moustique ne va pas pouvoir pondre, en fait, parce qu'il n'y a pas de lame d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc. Et puis ce que vous disiez, c'est que le moustique tigre, en fait, il peut pas, il vit pas sur, enfin, il va pas aller dans des lacs ou dans des grandes étendues d'eau. En fait, il est vraiment, il pond vraiment dans des petits, tout petits espaces d'eau, quoi, finalement. Oui, oui, non, c'est un élément important parce que peut-être que parmi d'entre vous, il y a des élus, les élus se font incendier par les gens en disant ouais, vous faites rien contre le moustique tigre, il y a la mare du village, la station de lagunage. Ben non, en fait, c'est d'autres moustiques qui vont pondre dans ces plans d'eau de grande taille. Le moustique tigre, a priori, ne dépasse pas des surfaces de 1 mètre carré en fait, pour la ponte. Il préfère vraiment les petits récipients. Ça peut être par contre, c'est des choses vicieuses, hein. Il peut être dans le conteneur à poubelle parce qu'il y a un petit réservoir d'eau dans le quartier. Il peut être dans une gouttière qui est bouchée. Si vous avez une lame d'eau, par exemple, sous une terrasse qui est pas très imperméable, ouais, il suffit qu'il y ait une petite lame d'eau de quelques millimètres pendant une semaine, en fait, pour qu'il ponde. Ça peut être un regard dans votre habitation où il y a un petit peu d'eau qui stagne. C'est tous les endroits où l'eau stagne, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, voilà, que chacun d'entre nous soit, que nous soyons tous vigilants finalement, parce que il en va de la responsabilité de chacun. Finalement, on râle effectivement de se faire piquer, dévorer ou autre, mais on se rend compte que on a vraiment tous un rôle à jouer. Bah, nous, on travaille avec les jardineries aussi, parce que les jardineries, vous imaginez qu'en termes de points d'eau, ils en sont gavés. Donc, les employés travaillent, voilà, ils évitent de laisser trop souvent, enfin, ils font attention à la gestion de l'eau, en fait, hein, par rapport au réservoir. Alors, je vois quelqu'un sur les fossés à l'air libre. Oui, Il tout aime à le fait. tigre quand même. Alors, sur le moustique, il y a les moustiques classiques, hein, on les a toujours chez nous, hein. Souvent, on les confond. Alors, le moustique tigre, il est tout petit, il ne fait pas de bruit et c'est lui qui vient vous piquer les pattes quand il fait jour. La nuit, quand vous entendez le petit bzzz autour de l'oreille, ce n'est pas le moustique tigre. Voilà. Et vraiment, ce que me disent tous les scientifiques, c'est que son lieu de ponte, c'est pas les. Il veut des parois un petit peu verticales. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que son habitat traditionnel pour pondre, c'est le bambou creux. Donc, la femelle pond sur les parois verticales. Donc, souvent, ce sont des objets dans les jardins, en fait. Et où ça peut être un trou dans un arbre, par exemple. Voilà. Mais sur les eaux stagnantes, sur les mares de grande superficie, je ne crois pas trop, hein. Ça va être d'autres espèces de moustiques. En milieu rural, on a également l'agriculteur du coin qui peut avoir des pneus à côté sur son exploitation, des bâches plastiques, voilà. Alors moi, j'ai discuté avec des gens plutôt de la montagne noire de la Cône, ils n'avaient pas l'air embêtés. Quand on faisait des stands en jardinerie, je parlais avec des gens, ils me disaient, oh, nous là-bas, on n'est pas embêtés. Peut-être que ça a changé depuis. C'est vraiment un moustique urbain. Après, il faut aussi relativiser les choses. Alors, c'est sûr qu'un moustique, enfin, se faire piquer par un moustique ou avoir un bourdonnement de moustique, c'est jamais agréable. Mais c'est vrai qu'il faut le relativiser par rapport au moustique tigre qui peut être vecteur, effectivement, de maladies qui peuvent être graves, finalement. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça et encore une fois, répéter qu'on a chacun un rôle à jouer. Après, on a un rôle à jouer aussi, vous en parliez tout à l'heure, vis-à-vis des tiques, hein, parce que souvent, quand on fait des balades en forêt ou autre, surtout penser à regarder les enfants ou penser à vous regarder vous, parce que c'est vrai que parfois, on peut être amené à avoir des tiques qui sont accrochés ou autres. Et ça, c'est vraiment de la prévention pure et dure et des gestes des bons réflexes à avoir. Ouais, une donnée scientifique sur les risques d'infection par la tique, hein, pour rassurer les gens, hein. C'est-à-dire que, alors déjà, il n'y a qu'une seule espèce de tique qui véhicule la maladie de Lyme. Ce sont les tiques un petit peu dures. Voilà, quand vous l'avez sur la peau, là,
c'est un peu, c'est tout plat avant qu'elle se gonfle de sang, la pique c'est un petit peu dur. Voilà, c'est ce type de tique. Donc, il y a une seule espèce qui peut transporter la maladie et que le risque d'attraper la borréliose par une tique qui est infectée, il n'est que de 14%. Voilà. C'est-à-dire que même parmi celles qui sont infestées, les tiques, il y en a une grande partie qui vont vous piquer sans que vous attrapiez la maladie. Voilà. Ouais. Oui, la borréliose, c'est la maladie de Lyme, en fait. C'est Voilà. Et encore faut-il qu'il faut porter plusieurs jours de suite la tique sur son corps pour qu'il y ait la diffusion du pathogène chez l'être humain. Voilà. Si vous l'enlevez assez rapidement avant qu'elle se gonfle, la tique, le risque de transmission du pathogène n'est que de 2%. Voilà. C'est-à-dire, voilà, donc... faut agir vite. Hein. Il vaut mieux agir vite. Voilà, il l'idée, faut c'est agir que... vite. Voilà, Voilà. et pas paranoïer non plus. Enfin, voilà, faut se surveiller, faire de la prévention, se couvrir et puis faire un petit point sur quand on revient de balade. Et continuer à aller effectivement se promener en forêt Ouais. ou autre. Au contraire, hein. Super. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire et ce moment d'échange. Encore merci, Monsieur Pringot, pour toutes ces explications. Mais j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Vous pouvez retrouver donc le replay de ce webinaire donc sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Vous retrouverez également d'autres webinaires santé puisqu'on a tourné pas mal de webinaires sur différentes thématiques santé, donc sur les dépistages des cancers, sur l'activité physique, sur les maladies chroniques, le diabète, le tabac. Voilà, si vous avez des questions que vous posez autour de la santé, il y a peut-être déjà des réponses sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes intéressé donc, pour participer à nos futurs webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire donc, sur le site amélie.fr. Vous allez retrouver la programmation de tous les webinaires à venir. Et donc, c'est dans la rubrique près de chez vous, actualité locale. Voilà, donc à la fin de ce webinaire, vous recevrez un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, nous vous remercions de prendre quelques instants pour y répondre et nous faire part de vos suggestions ou éventuellement idées d'autres webinaires à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé. Très bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.